Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bien merci d'assister à cette session numéro 1. Et ce n'est pas un hasard que la session numéro 1 soit consacrée à la jeunesse, et pour titre « Écoutez la jeunesse ». Alors je vais très vite présenter tous nos intervenants. Adrien Courret, tout à fait à droite, vous êtes directeur général d'Emma Group, 11 millions d'assurés, hein, on ne devine pas quand on voit votre jeunesse. Marie Desbucois, lauréate de la parole au 18-28 cette année. Bravo Marie. Pascal Imbert, cofondateur et directeur général de Wavestone. Enrico Letta, leader du Parti démocrate italien et président de l'Institut Jacques Delors. Et peut-être que certains jeunes l'ont connu comme enseignant à Sciences Po. Et Sobel Azidlom, cofondateur et directeur exécutif du consortium Jeunesse Sénégal. Voilà, alors on va démarrer très vite parce que nous avons peu de temps, on nous a pris un petit peu de temps avec la session précédente, mais on va aller droit au but. Le Cercle a lancé cette année une opération qui s'appelle DAC, Discuter, Agir, Changer, qui est une espèce de grande conversation avec 16 000 jeunes de 18 à 28 ans qui a duré 2 mois, en partenariat avec un certain nombre d'entreprises, dont Wavestone d'ailleurs, et qui a permis de mettre en avant toutes sortes de questions centrales aujourd'hui pour les jeunes. La première, je crois qu'il faut le dire, c'est la crise de confiance. Le moral est en berne, avec 52% des 18-28 ans qui confient qu'ils se sentent mal et 40% qui ne se sentent pas ou assez entourés. L'étude a permis de montrer aussi à quel point l'insécurité matérielle et financière caractérise nombre de jeunes, avec 52% des jeunes qui ont déjà dû renoncer, par exemple, à des soins médicaux. Alors, je ne vais pas vous écraser de chiffres. Je voudrais développer 4 points en introduction de cette discussion. Le premier, comment parler de la jeunesse? Il faut être attentif à un point, c'est que il y a des jeunesses et pas une jeunesse. Certes, la moitié des personnes pauvres en France a moins de 20 ans, mais l'hétérogénéité des situations est très très grande. La jeunesse est une catégorie plurielle et je crois qu'il faut toujours avoir ça en tête. Il y a plus d'1 million de jeunes nets en France. Net, ça veut dire ni en études, ni en emploi, ni en formation. Les étudiants, 2,8 millions d'étudiants, représentent la moitié des 18-25 ans, mais que ce soit parmi les étudiants ou parmi l'ensemble de la jeunesse, on a des situations extrêmement variables. Et au-delà de ces données, je dirais que la visibilité des jeunes est très différente suivant que l'on vit dans les quartiers, comme on dit, que l'on est étudiant dans des grandes écoles, etc. C'est Olivier Galland qui, dans le site Telos, dit « Il y a 2 jeunesses », ou le sociologue Camille Penny qui évoque la diversité des jeunes en termes de statut, d'origine, de trajectoire sociale et territoriale, d'expérience de vie, d'inégalité. Deuxième point, est-ce qu'il y a pour autant des préoccupations communes, des valeurs partagées autour, notamment par exemple du climat, de la culture, etc. Oui, oui et non, dirais-je. Dans l'étude que nous avons faite, près de 50% des jeunes perçoivent le réchauffement climatique comme une urgence absolue. Ils sont très nombreux, et Marie, je crois, nous en parlera. Ils déploient des pratiques de sobriété de plus en plus développées, que ce soit dans leurs achats de voyage, dans l'alimentation, etc. On pourra en reparler. Mais en même temps, les attitudes, les valeurs, l'intérêt porté à la question climatique ou la tolérance à l'égard de l'immigration, par exemple, varient selon qu'on est étudiant, que l'on est ce qu'on appelle un décrocheur, un jeune ouvrier, un jeune cadre, sans emploi, etc. Donc on s'aperçoit très vite que la sensibilité aux questions de société est en fait relativement semblable en même temps entre les 18-59 ans pour certaines valeurs et dans certains milieux. Sur l'éducation, il y a de fortes attentes et je laisserai la parole à Marie, je crois qu'elles sont immenses, qu'il s'agisse de revoir les infrastructures scolaires, mais aussi peut-être les programmes, la sensibilité des programmes aux questions qui justement préoccupent les jeunes. La culture. La culture, j'ai été frappée par un point, c'est le vieillissement des publics, pas seulement pour le théâtre, mais aussi par exemple pour les concerts de rock.
hein. C'est-à-dire que les jeunes sont peut-être de plus en plus happés par le numérique. Il y a peut-être des questions aussi de pouvoir d'achat qui interviennent, des questions peut-être d'isolement. C'est quelque chose qu'on pourra questionner dans notre conversation. Troisième point, le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, on sait bien que les CDD, l'intérim, les stages, les contrats aidés, l'apprentissage, c'est surtout les jeunes. Il y a un point qui me semble très très important. Quand c'est un point d'entrée dans le marché, mais qu'ensuite on suit une trajectoire qui est une trajectoire montante, je dirais c'est une chose, mais quand on reste dans la précarité un petit peu durablement quand on est jeune, je dirais que ça vous colle à la peau. C'est ce que certains économistes ont appelé un effet cicatrice. Et c'est une vraie question, évidemment, par rapport à laquelle il faut développer des politiques publiques extrêmement dynamiques. Est-ce qu'on le fait assez? Est-ce qu'on développe les bonnes politiques publiques? Je crois qu'on en discutera. Et donc ça m'amène à un dernier point, à parler plus précisément de quelle politique on développe pour les jeunes. Deux exemples, 2 ou 3 exemples. L'allocation universelle étudiante. C'est quelque chose qui s'est mis en place au Danemark. Tous les jeunes ont droit à 6 ans de formation dans le supérieur, rémunérés environ 700 € par mois. Pour les non-étudiants, cette allocation pourrait servir à faire de la formation professionnelle. Voilà, c'est une piste, il y en a beaucoup d'autres. Je vais vous en donner une deuxième, l'extension du RSA qui est discutée. Est-ce qu'il faut l'étendre, le RSA, aux moins de 25 ans, ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Et comment on le fait si on décide de le faire dans un monde aujourd'hui où on se pose évidemment la question de la dette publique, de la dépense, etc. Et peut-être une remarque à cet égard, les aides peuvent créer des situations paradoxales. On le voit par exemple en France, c'est intéressant, quand un étudiant prend le statut d'alternance, qui est un très bon point d'entrée sur le marché du travail, en même temps il va perdre un certain nombre d'aides. Et du coup il va hésiter à aller dans ce statut qui était une offre publique tout à fait positive. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela? Donc, voilà quelques questions. Je m'arrête et je vais tout de suite donner la parole à Adrien Courret. Pour vous poser peut-être une question, on dit souvent les jeunes sont preneurs de risques. Vous êtes assureur, comment vous voyez ce point-là? Est-ce que dans ce monde extrêmement troublé, extrêmement angoissant, est-ce que cette prise de risque, elle existe encore? Et est-ce qu'un acteur privé comme vous, quelle responsabilité il ressent vis-à-vis de la jeunesse ou vis-à-vis des jeunes? Merci. Merci pour votre question. Bonjour à tous. Peut-être avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais reprendre quelques éléments préliminaires sur écouter la jeunesse. Elle n'est pas facile, cette injonction-là, parce que finalement, entre la jeunesse et nous, et notre oreille, il y a plein de filtres. Vous l'avez évoqué en parlant de l'hétérogénéité finalement de la jeunesse. Moi, avant de venir ici, j'ai relu un texte que j'avais lu durant mes études, qui est un texte de Pierre Bourdieu, qui disait « La jeunesse n'est qu'un mot ». Elle n'est qu'un mot déjà, parce que c'est quoi la définition de la jeunesse? Moi, parmi des étudiants, je suis vieux. Parmi des dirigeants d'entreprise, je suis jeune. Où est-ce que les choses se fixent? Vous avez évoqué, il y a les jeunes des villes, les jeunes des champs, les jeunes des catégories populaires, les jeunes des catégories bourgeoises. Donc c'est extrêmement compliqué à appréhender et très souvent c'est vu d'en haut. Il y a un deuxième biais qui aussi me frappe beaucoup dans ce que l'on peut dire des jeunes, c'est que très souvent les discours portés sur les jeunes ressemblent aux discours des parents vis-à-vis de leurs enfants. D'où l'importance de tendre le micro, comme ça a été fait finalement, et d'avoir des études directes. Et d'où l'importance, quand on parle des jeunes, de dire d'où on parle. Alors moi, je parle, et vous l'avez dit, d'une entreprise privée. Je dirige un groupe d'assurance mutualiste qui s'appelle AEMA et qui porte des marques que vous connaissez, comme La Massif, Aesio ou Abeille Assurance. Les 3 mots sont importants. Le groupe, on emploie 20 000 personnes. Dans ces personnes, il y a des jeunes. Des assurés, 11 millions d'assurés, là-dedans il y a également des jeunes. Et nous sommes mutualistes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas gouvernés par des actionnaires, mais par des représentants des sociétaires et de la société, nous sommes connectés à ça. Et c'est là où j'en viens au point sur la prise de risque. Peut-être le premier sujet. Que voyons-nous en tant qu'assureurs? Et on peut s'imaginer effectivement que des jeunes sont des gens qui vont dans la vie la fleur au fusil, sans trop réfléchir, avec une sorte d'esprit d'entreprise déraisonné. En réalité, pour entreprendre et pour entrer dans la vie, il faut se sentir protégé et se sentir en sécurité. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est exposée à ça. Elle est exposée de façon structurelle parce qu'évidemment, on est dans la découverte dans la jeunesse. Et évidemment, il y a les sujets de précarité que vous évoquez, mais nous sortons de plusieurs années de crise qui ont accru cela sur 2 éléments. L'atomisation sociale des jeunes au travers de la crise du Covid, la distanciation sociale, c'est la population qui a été la plus marquée, et l'éco-anxiété qui frappe ces populations.
Ce qu'on voit en tant qu'assureur là-dessus, c'est que dans les approches de sécurisation, de prévention que l'on peut avoir, les discours institutionnels moralisateurs qui viennent d'en haut ne marchent pas. Et pour accompagner les jeunes, il faut, les écouter et travailler avec les gens qui sont autour d'eux. Tout d'abord, la famille. Dans les premiers pas dans la vie, dans la prise vers l'autonomie, la prise de conscience aussi de ce à quoi on est exposé, l'accompagnement des familles est fondamental. Le deuxième élément qui est absolument décisif, c'est toutes les démarches de prévention ciblées qui se font très souvent avec des acteurs de terrain, des acteurs associatifs. Par exemple, la prévention sur les risques tels que les drogues, les différents comportements à risque, ou toutes les différentes expositions dont on n'est pas forcément conscient. Et puis l'accompagnement également sur les premiers engagements citoyens. C'est quelque chose que nous faisons beaucoup dans notre mutuelle. Nous travaillons beaucoup avec des syndicats étudiants, par exemple, sur les questions de problématiques de mauvais logement, de mauvaise prise de santé, mais aussi de participation à la vie civile. Il ne faut pas simplement considérer les jeunes en difficulté comme des clients, entre guillemets, d'une protection supplémentaire, mais aussi comme des acteurs de leur protection. Le deuxième volet qui est très important pour nous en tant qu'acteurs privés, c'est évidemment le volet employeur. Nous sommes un groupe qui emploie 20 000 personnes et là-dedans, je dirais que la pyramide des âges fait qu'il faut savoir attirer demain les jeunes pour qu'ils trouvent leur chemin. Et avant de parler de la question du sens de l'entreprise et des transitions environnementales, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans ces populations, c'est que la première attente, elle est sur le rapport au travail et la responsabilité de l'entreprise sur le vécu au travail. Et en particulier, vous évoquez la question des inégalités. Très souvent, on convoque l'État, on convoque la question des politiques publiques. Mais un acteur qui a vraiment un rôle dans la promotion interne, la promotion sociale de l'égalité, c'est l'entreprise. Et nous sommes des entreprises, dans partie de notre groupe, qui recrutent beaucoup, à peu près 1000 personnes par an, et qui fait évoluer beaucoup par la promotion interne, qui est un vrai rôle, je dirais, de culture interne de l'entreprise, mais aussi un rôle social très fort. Et avec une évolution, moi, que je vois depuis 3-4 ans, où les diplômes comptent de moins en moins. Dans un groupe d'assurance, le recrutement classique sont des personnes qui font un BTS Banque Assurance. Et bien ça, comme il y a un rapport de force aujourd'hui qui est en faveur des jeunes sur le marché de l'emploi, parce qu'il y a un manque partout, il y a un recrutement qui est beaucoup plus large qui se fait. Et sur le terrain, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui rentrent dans l'entreprise, qui font de l'assurance, mais qui viennent du monde de la distribution, qui viennent du monde du commerce. L'autre jour, je voyais une nouvelle manager et je lui demandais d'où elle venait. Elle fait « Moi, j'ai fait un parcours McDo ». C'était inimaginable il y a 10 ans dans nos entreprises très particulières. Et ce qui fait que de plus en plus, la question du savoir-être et donc aussi du management qui va savoir accueillir ce savoir-être va être quelque chose d'absolument fondamental. Alors le deuxième point, évidemment, on sera d'autant plus en capacité d'attirer ces jeunes qui se reconnaîtront dans le projet de l'entreprise et pas dans son projet économique. La question du management, elle est claire. La question d'un management plus ouvert, plus bienveillant, plus participatif, où on n'est pas simplement enfermé dans une boîte technique, mais on peut participer plus largement à des projets d'entreprise. On a mis en place, par exemple, au sein de notre groupe, des comités consultatifs de jeunes qui peuvent interpeller les comités de direction sur un certain nombre de projets et co-construire un certain nombre d'orientations par rapport à ça. Et puis il y a le sens de l'entreprise sur son impact social et sociétal. Et sans parler de des cas qu'on a pu connaître autour des énergéticiens, je dirais que ce n'est pas tellement le sujet de la transition environnementale, de la transition sociale. C'est plutôt le sujet de la sincérité et de l'honnêteté de l'entreprise, de la cohérence finalement par rapport à ce qu'elle fait. Et là, pour les entreprises que nous sommes en tant que mutuelle, entreprises mutualistes sans actionnaires financiers, entreprises de l'économie sociale et solidaire, il y a un vrai atout, puisque ce que nous faisons dans notre activité, nous ne le faisons pas dans une finalité financière pour payer des actionnaires. Ça paraît peut-être très précis, ce point que j'indique, mais très souvent, dans les interpellations qu'on a de la part des jeunes, mais ça revient à dire, mais tout ça, vous le faites parce que vous avez une idée derrière la tête. Et cette idée derrière la tête, c'est que ça va profiter à un système qui est un système financier. Et donc, on est dans un moment où des entreprises peut-être différentes dans leur modèle, mais il faut qu'elles le fassent savoir, peuvent aussi attirer ces populations. Mon dernier mot, écouter la jeunesse, c'est bien. L'entendre, c'est mieux. Et en particulier, l'entendre pas pour lui proposer des solutions vues d'en haut, comme une clientèle, mais pour la rendre actrice de son propre dessin et ses propres solutions. C'est ce qui me paraît fondamental. Merci beaucoup. Alors, je me tourne tout de suite vers Marie Delbucquois, lauréate de notre concours La Parole au 18-28. Qu'est-ce que vous attendez des politiques publiques ? Tout d'abord, merci pour cette opportunité de m'exprimer ici, justement sur ce thème « Écouter la jeunesse ».
et également de l'organisation de la parole au 18-28, qui plus largement est une occasion pour nous, une centaine de jeunes, tout d'abord de répondre à des questions et puis d'écrire un texte sur le thème des rencontres économiques. Donc cette année, réussir les transformations du monde et nos priorités. Dans ce cadre, j'ai justement été invitée récemment à participer à un groupe de travail à propos de l'enquête qui a été menée, c'est-à-dire comment exploiter ces résultats, ces préoccupations des jeunes, que ce soit sur le travail, sur l'environnement, sur leur mode de vie, sur la précarité. Ce groupe de travail était co-organisé par Wavestone et par le Cercle des économistes. Il rassemblait non seulement des participants à la parole au 18-28, mais aussi des personnes en service civique, des lecteurs de JAM, donc des profils plutôt diversifiés à première vue. Ce qui en est ressorti tout d'abord, c'est cette diversité, le fait que nous avions des parcours très différents, mais qui n'englobaient tout de même pas certaines préoccupations qui pouvaient émerger, par exemple sur la précarité, comme nous avons pu en parler. Cependant, quelques préoccupations tout de même, malgré les variations dans les parcours, tendaient à revenir, et cela se confirme également quand on observe les sondages. Donc, par exemple avec l'enquête JAM, mais également si l'on observe de manière plus générale l'évolution des préoccupations de la jeunesse et de son ressenti, par exemple sur son influence au fil des années. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Tout d'abord, comme cela a été dit, une certaine inquiétude de la jeunesse face aux crises que nous traversons, que ce soit la pandémie, les conflits dans le monde, la perte de biodiversité ou le changement climatique. La jeunesse a de plus en plus l'impression de manquer d'influence, quelle que soit sa place dans la société. Enfin, et peut-être paradoxalement, ça ne veut pas dire qu'elle est désengagée ou qu'elle est en recul par rapport à ces enjeux. Mais au contraire, malgré par exemple une abstention lors des élections, on observe un engagement très fort des jeunes dans des associations pour des causes qui leur tiennent à cœur, que ce soit l'égalité, la réussite, les causes environnementales, etc. Donc ça montre peut-être davantage qu'un recul, plutôt un problème de confiance et une difficulté à se retrouver justement dans les institutions et par exemple dans les politiques publiques qui peuvent être mises en place aujourd'hui. Donc dans le cadre de ce groupe de travail, nous avons eu l'occasion de réfléchir à quelques préconisations qui ont pu être formulées. Et au-delà de ce qui a pu être dit, ce mode de travail déjà était assez intéressant, justement parce qu'au lieu de produire pour la jeunesse, il s'agissait dans une certaine mesure de faire avec la jeunesse, de lui donner la parole directement pour qu'elle puisse s'exprimer non seulement sur ses attendus, mais aussi qu'elle prenne conscience des difficultés ou des limites qui peuvent être rencontrées dans ce cadre. Donc nous avons par exemple réfléchi à des questions d'égalité homme-femme, sur la précarité menstruelle, également énormément à des questions d'éducation, qu'il s'agisse de l'enseignement à l'école dans le primaire ou dans le secondaire, de possibles réformes de l'enseignement supérieur ou de revalorisation du statut des professeurs. Cela s'est effectué, comme ça a été présenté, avec des exemples issus de pays étrangers, par exemple le Danemark ou la Finlande. Dans le cadre de cette réflexion... Peut-être juste une petite question, pardon. Mais quand vous dites « écouter la jeunesse est un moyen de penser des mesures qui ne touchent pas que les jeunes ». Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est intéressant comme... Justement, effectivement, sur les préconisations qui ont été formulées, il se trouve que les thèmes qui viennent toucher particulièrement la jeunesse, que ce soit sur la précarité, sur l'emploi ou sur le changement climatique, si elles sont une source d'inquiétude particulièrement pour nous, il se trouve qu'elles touchent également toutes les catégories de la population, quel que soit leur âge, leur statut social, leurs origines ou leur centre d'intérêt. Donc réfléchir à des mesures, par exemple sur l'éducation, ça va toucher une certaine tranche d'âge, mais à long terme, toute la population. De même, sur les questions environnementales, sur un changement des modes de consommation, par exemple la mise en place d'un indice indiquant l'empreinte carbone des produits que nous consommons. Cela viendrait répondre à des préoccupations de la jeunesse en leur donnant l'impression de pouvoir agir directement, mais cela viendrait également répondre à des attentes qui sont peut-être celles de toute une société, en tout cas d'une grande partie d'entre nous. Pour revenir également sur la question de cette diversité de la jeunesse, c'est vrai que dans ce groupe de travail et de manière plus générale,
il semble particulièrement difficile de prendre en compte la parole de ceux qui sont les plus éloignés de ces dispositifs, donc qui ne sont ni en formation, ni en études, ni dans le monde du travail, donc qu'ils soient recensés parmi les personnes au chômage ou non. Et si on regarde les chiffres, cela est lié à différentes problématiques qui ressortent dans les préoccupations de la jeunesse. Donc par exemple, l'importance de la prise en charge des questions du handicap et des problèmes de santé dans le monde professionnel, que ce soit au niveau de la représentation, pour l'inspiration, au moment du recrutement, ou ensuite dans tout le déroulement de la carrière. De même, il apparaît que de nombreuses jeunes femmes qui ne sont pas dans le monde du travail ou en études le sont, car ce sont de jeunes mères dans une situation difficile dans laquelle la garde de leur enfant ou éventuellement devoir s'occuper d'un proche dépendant n'est pas compatible avec une activité d'études ou une activité professionnelle. De même, là aussi, de nombreux dispositifs pourraient être imaginés pour résoudre cette difficulté dont il faut prendre conscience ici. Enfin, une dernière solution qui avait été proposée dans le cadre du groupe de travail et qui viendrait justement répondre à ces préoccupations serait une réflexion sur le développement de formations plus courtes et professionnalisantes. Merci. Pascal Imbert, vous êtes cofondateur de Wavestone et le Cercle a lancé cette année une grande opération qu'on a appelée DAC, discuter, agir, changer. C'est une grande conversation avec 16 000 jeunes qui a été on a eu des réponses absolument passionnantes. Ça a duré 2 mois, en partenariat aussi avec la SNCF, la Poste. Pourquoi vous avez dit banco à cette initiative? Et dans le fond, qu'en attendiez-vous quand vous avez joué le jeu? Vous avez déjà essayé de dire non au président du Cercle des économistes. Donc, de toute façon... Oui, oui, d'accord. Bah, écoutez, il faudra qu'on en discute. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de ces jeunes chez Wavestone. Nous sommes une entreprise extrêmement jeune, 30 ans de moyenne d'âge. Cette jeunesse, elle est très représentée au sein de Wavestone. Et ça nous paraît un très bon moment, un très bon tempo pour essayer de comprendre ce qui se passe et quelles sont les évolutions et les attentes des jeunes qui sont en train de rejoindre le monde du travail. Parce qu'on a la perception, à travers notre petit prisme Wavestone, qui est un prisme incomplet, très Europe continentale, très par ailleurs jeune diplômé, donc on perçoit finalement les choses qu'avec cet angle de vision. Par contre, on est frappé de la vitesse à laquelle la situation change et on est frappé du désenchantement qui est en train de frapper la jeunesse. Et donc, du coup, le fait d'objectiver ces éléments, d'avoir des réponses sur des sujets profonds qui sont ceux qui viennent d'être évoqués, nous paraissait extrêmement intéressant. Et ça confirme la perception qu'on a, qui est qu'en 2 générations seulement, tout a changé. Il y a 2 générations, on avait l'impression finalement que d'une génération à une autre, on allait vivre dans un monde meilleur, et c'est aujourd'hui une perception qui est inverse. Chaque génération a l'impression que la génération qui suit va vivre dans un monde qui s'assombrit, qui est plus difficile. On avait l'impression que l'ascenseur social fonctionnait. À vrai dire, il fonctionne encore, mais en même temps, le déterminisme social est devenu de plus en plus fort en ce qui concerne les élites. On avait l'impression, il y a 2 générations, que la technologie était source de progrès. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression, et la jeunesse pense que la technologie est la source de nos principales difficultés. Et puis enfin, il y a 2 générations, on croyait à la politique, on croyait qu'on pouvait faire bouger les lignes, et aujourd'hui, on vient de l'évoquer, on ne croit plus aux institutions et à la politique. Et ça, ça se cristallise autour d'un grand sujet, qui est le climat, qui est une angoisse qui prend au tripes la jeunesse et qui, du coup, nous prend tous au tripes, en disant, finalement, est-ce qu'on a effectivement encore un futur et est-ce qu'on propose à la jeunesse un futur? Alors, quelques réflexions par rapport à ce constat, 4 ou 5 réflexions. La première, c'est que ce désenchantement, il conduit, dans certains cas, à un rejet, à finalement une volonté de repli, de remise en cause, de dénonciation du système, entre guillemets, et ça peut nous heurter, mais en tant que décideur, en tant que partie prenante de ce système, entre guillemets,
à une petite échelle comme moi, à une échelle un peu plus importante comme vous, ou à l'échelle d'un grand parti politique, vous, comme nous, avons finalement à écouter ce désenchantement, à écouter ce rejet. Il faut l'accepter et ça doit nous amener à faire notre autocritique, à nous remettre en cause et à essayer de trouver des solutions. Et dans le monde de l'entreprise, les solutions, elles sont très concrètes. Ça veut dire engagement en termes de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise. Ça veut dire trajectoire net zéro. Ça veut dire inclusion. Ça veut dire inclusion, parité, inclusion vis-à-vis du handicap, inclusion sociale. Donc, on doit forcément écouter et être prêt à se remettre en cause au lieu de rejeter, par exemple, les manifestations qui apparaissent au moment de la remise des diplômes de l'X, d'AgroParisTech. J'ai entendu dans ma génération beaucoup de réactions un peu épidermiques. Je pense qu'il faut passer à côté de cette réaction épidermique et essayer finalement de comprendre ce qu'on peut faire pour outrepasser cette difficulté. Sans être naïf, et c'est ma deuxième réflexion, parce que la dénonciation du système, c'est aussi un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce politique, c'est un fonds de commerce médiatique, et donc tombons pas dans le panneau. Je suis patron d'une entreprise de conseil, il ne vous aura pas échappé que voilà, dans le conseil, c'est notre tour. On est l'objet de toutes les attentions politiques et médiatiques, et donc on en prend plein la tête. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, comment le système de la dénonciation du système fonctionne, parce que c'est un système en soi. Et ça fait d'ailleurs un peu froid dans le dos quand on voit à quel point la mécanique est bien huilée. Je prends l'exemple des cabinets de conseil. Bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de parler de sujet, d'autant plus que j'ai un éminent confrère dans la salle. On part d'une thèse qui est les cabinets de conseil influencent les politiques publiques à leur avantage. Pour démontrer cette thèse, on instruit à charge. Et puis, bien sûr, en instruisant, on tombe sur un certain nombre de dysfonctionnements qui, à vrai dire, n'ont plus rien à voir avec la thèse de départ. Les dysfonctionnements peuvent être de toute autre nature, par exemple l'optimisation fiscale ou valeur réelle ou supposée finalement insuffisante des prestations réalisées. Et ensuite, on laisse penser que derrière tout ça, il y a un système occulte, souterrain, des collusions, des conflits d'intérêts qui finalement conduisent à dégrader encore plus la confiance qu'on peut avoir dans les institutions, dans l'entreprise. Les deux dernières réflexions très rapides, c'est que en tant qu'employeur de jeunes diplômés, j'observe ce désenchantement, je m'en alarme, mais en même temps, je vois une volonté d'engagement, et je rejoins ce que vous disiez à l'instant, une volonté d'engagement qui est de plus en plus forte, une volonté d'être partie prenante, une volonté de faire. Et donc ça, c'est un formidable atout, parce que cette volonté de faire, elle manifeste une ouverture sur les autres, sur la société, et c'est un levier pour le futur. Et la dernière réflexion, elle est issue de ce constat qui est, nous, entreprises, nous, décideurs, nous avons une responsabilité. En tant qu'entreprise, nous sommes un lieu privilégié pour transformer cet engagement en impact concret, substantiel. On a un rôle et une responsabilité, un rôle à jouer sur le plan environnemental. C'est la grande question de la jeunesse. Donc nous devons démontrer que nous mettons en œuvre des politiques à la hauteur de cet enjeu. Nous avons un engagement social à démontrer. Nous devons agir pour recréer cette cohésion sociale. Et nous devons démontrer aux jeunes que nous sommes le lieu dans lequel peut se jouer une partie des solutions aux problèmes que nous avons à affronter ensemble. Merci. Alors, Enrico Letta, on a envie de s'adresser à votre double casquette, à la fois celle de l'homme politique. Et quand je vois qu'un jeune sur 4 estime qu'il n'a aucun moyen de se faire entendre et que 37% ne se sentent représentés par personne, c'est une étude qu'on a faite là, comment vous adressez, comme on dit en anglais, cette question, comment remédier à cela? Et puis j'ai une deuxième question à l'autre casquette, je la pose tout de suite, c'est celle de l'enseignant. L'enseignant,
En France, 2/3 des classes d'âge atteignent le baccalauréat. Mais pour ceux qui poursuivent des études, on observe une concentration des moyens sur des filières d'élite, dans un contexte de restriction budgétaire, alors que dans les autres filières, on doit accueillir toujours plus d'étudiants. Et est-ce que c'est un clivage propre à la France et comment vous voyez ça? Voilà, 2 questions. J'en aurai beaucoup d'autres, évidemment, parce que votre double casquette franco-italienne donne évidemment envie de poser énormément de questions sur le différentiel de traitement, si je puis dire, entre la France et l'Italie quand il s'agit de la jeunesse. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je commence en disant que si on avait fait ce débat il y a 3 ans, on aurait fait un discours différent de celui qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'il y a un changement radical dont on ne parle jamais. Et le changement radical est le suivant. Le Covid a été un moment dans lequel la jeunesse a sauvé la vie des moins âgés. On en parle très peu de tout ça. Mais en vérité, les jeunes, pendant le Covid, n'ont absolument rien risqué. Et on les a coincés à la maison pour sauver leur père, leur mère, leur grand-père et leur grand-mère. Et ils ont perdu les 16 ans, les 18 ans. Moi, j'ai perdu mes 54 ans. Bon, je vais récupérer avec mes 55. Ça ne change absolument rien. Mais perdre vos 18 ans, perdre vos 16 ans, c'est quelque chose qui se passe une seule fois dans la vie. Donc moi, je démarre en disant ça, parce que si on n'a pas la conscience de ce qui s'est passé avec le Covid, une année pleine en Zoom, avec tout ce que l'école a manqué chez eux, et avec beaucoup de difficultés. Bon, voilà. Alors je pense que là, il faut vraiment reprendre le sujet et le mettre au centre du jeu d'une façon différente. Je vais vous raconter simplement ma petite expérience. C'est-à-dire, moi, j'avais quitté la vie politique en 2014. Je suis venu à Paris. J'ai eu cette fantastique opportunité d'enseigner à Paris, à Sciences Po Paris. Il y avait plein de jeunes Italiens. Et il y a plein de jeunes Italiens qui étudient là. Et pendant les 6 ans que j'ai passés là, chaque jour, chaque moment que je parlais avec un jeune étudiant de mon pays, et moi j'étais ancien Premier ministre de mon pays, donc j'étais quelqu'un qui avait eu des responsabilités. Et entendre le jeune qui me parlait de quel stage faire ou de quel cours prendre, mais à la fin, la vraie question qu'il avait à me poser était la suivante. Donnez-moi une raison vraie, sincère, pour rentrer dans mon pays et pour ne pas rester à chercher ma fortune dehors. Et évidemment, là, j'étais en difficulté à lui donner une réponse vraie, parce que je savais que dans d'autres pays, il aurait eu plus de chance que dans le mien. Parce que la question jeunesse, si je dois dire les choses comme elles sont, est une des énormes émergences, urgences italiennes. L'Italie a, si vous lisez les livres de Elena Ferrante, vous avez cette idée de l'Italie qui est l'Italie de la pyramide. Une pyramide dans laquelle vous avez plein d'enfants. Et puis il y avait des parents, des oncles et quelques grands-parents et peut-être un encore plus vieux. La pyramide. Aujourd'hui, la société italienne est une société dans laquelle vous avez une pyramide totalement renversée. Vous avez un bébé et sur les épaules de ce bébé, vous avez une dizaine de parents, non, j'exagère, mais 7, 8 parents, famille recomposée et tout. Vous avez tous les grands-pères et les grands-mères qui sont là. Et vous avez des, comment ça se dit, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Donc vous avez au moins une vingtaine de personnes sur ce bébé qui lui organisent la vie. Chaque moment de sa vie est organisé avec une attente sur le futur de ce bébé incroyable. La jeunesse est complètement marginalisée. Et les jeunes qui ont la chance de le faire s'en vont, cherchent fortune ailleurs.
dans une société qui est gérontocratique du point de vue du pouvoir. Alors, mon but, et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié cette invitation à venir ici à parler de ça, mon but est de chercher une équation impossible pour les élections politiques de mon pays de l'année prochaine. Moi, je suis leader du principal parti de centre-gauche dans mon pays. On soutient maintenant le gouvernement Draghi. Je suis content et je suis très convaincu de ce qu'on est en train de faire, mais on va avoir des élections l'année prochaine. Et l'équation presque impossible, je vais chercher de faire un programme politique basé sur le rôle et l'épanouissement de la jeunesse, en cherchant de convaincre les moins jeunes à nous voter, même si on ne parle pas tout de suite des enjeux des retraités ou des enjeux de ceux qui ont une bonne retraite, ceux qui ont une situation dans laquelle, eh bien, nous, on se trouve dans cette difficulté. Alors, les propositions en 3 lignes. Première, moi, je propose dans mon pays qu'on passe au vote à 16 ans. Je sais que c'est divisif, je sais qu'il y a plein de motivations pour dire non, mais puisque les jeunes sont très peu nombreux, il faut élargir la catégorie des jeunes. Deuxième, moi je pense que dans les entreprises, il faut mettre des quotas pour qu'il y ait des moins de 40 ans dans les conseils d'administration, comme on a fait avec les femmes. Avec les femmes, ça a marché. Maintenant, il faut faire la même chose avec les jeunes. Troisième proposition que je vais faire en Italie, à ceux qui ont 18 ans, on va leur donner une prime. Cette prime doit être employée pour se autonomiser, soit du point de vue de l'activité, soit du point de vue des études, mais c'est une façon de les prendre au sérieux. Ma conclusion, c'est que pour faire tout ça, je n'ai pas pris une équipe faite d'anciens de la politique, mais j'ai demandé à mes élèves italiens de Sciences Po qui étaient avec moi à Paris il y a quelques ans, de faire le pari avec moi. Donc ma garde rapprochée aujourd'hui dans mon parti est celle de ces jeunes anciens étudiants qui aujourd'hui ont entre 25 et 30 ans. Et si le Cercle des économistes va m'inviter à nouveau l'année prochaine, après les élections, je vais vous raconter si ça a gagné ou pas. Alors, Sobel Aziz Gnoum, comme je le disais tout à l'heure, vous avez cofondé et vous dirigez un consortium Jeunesse Sénégal. Vous faites beaucoup d'autres choses aussi. Vous êtes un entrepreneur social. Vous avez 32 ans. Le continent africain héberge la population la plus jeune de la planète. Et cet état de choses semble devoir perdurer un certain temps. Cette démographie, elle soulève énormément de défis. Et comment en faire un atout? Et qu'est-ce que c'est ce consortium Jeunesse Sénégal? Merci Françoise. Bon, d'abord, je vais vous entraîner à dire mon nom. Ngom. Ngom. C'est bon. C'est maîtrisé. C'est bon. Bravo. Non, je suis très heureux d'être là. C'est une opportunité aussi très riche pour moi de rencontrer des personnes qui font des choses assez exceptionnelles pour les jeunes en France. Je suis sénégalais, je vis au Sénégal, j'y ai grandi, j'y ai fait mes études et j'y ai travaillé. Et dans le cadre de mes actions, j'interagis de plus en plus avec les jeunesses du monde. Je vais commencer peut-être par la question, le point sur l'hétérogénéité des jeunesses. Effectivement, nos jeunesses sont hétérogènes de par plein de critères qui les rendent hétérogènes. Dans mon pays, par exemple, un jeune sur 2 est en éducation, donc a accès à l'école. Ce qui fait tout de suite et qui crée un gap assez profond sur ce que ce jeune peut devenir ou ne peut ne pas devenir. Il y a par contre des choses qui sont communes entre les jeunesses du monde. Et je le vois aujourd'hui, quel que soit le continent, aux États-Unis, les jeunes ne parviennent pas à être entendus sur la question des armes, qui est une question très importante pour eux. En Europe, les jeunes ne sont pas suffisamment écoutés et entendus sur la question du climat, qui est une question qui porte particulièrement. En Afrique, les jeunes ne sont pas entendus sur les questions de démocratie et d'emploi. Et en Amérique latine, les jeunes ne sont pas entendus sur les questions de sécurité. Et pourtant, dans tous ces continents, ce sont des questions qui sont parmi j'allais dire les plus prioritaires, les prioritaires. Et il faut trouver des moyens de pouvoir élever ces voix de façon plus structurée. Il y a par contre des défis qui sont pas communs à tous. Je vais en parler d'un qui me concerne et qui m'a concerné il y a quelques jours, le défi de la mobilité. Aujourd'hui, en fonction d'où on vient dans le monde, on a plus d'opportunités et de moyens pour pouvoir aller d'un endroit à un autre, pour pouvoir développer et prospérer ce que ces idées peuvent permettre de réaliser. En Afrique, par exemple, et en Afrique francophone, d'où je viens,
la mobilité est extrêmement réduite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis associé à un jeune Allemand. On a un business ensemble. Lui, quand on a un rendez-vous à Londres, il peut y aller, je ne peux pas. Quand on a un rendez-vous à Bamako, je peux y aller, il peut y aller. Ce qui fait qu'en fait, en étant associés à part égale sur une société, nous n'avons pas tous les deux les mêmes droits pour pouvoir faire prospérer cette société en fonction de ce qui nous est accepté et ce qui ne nous est pas accepté en fonction de d'où on vient. Et ça, c'est un problème fondamental et c'est un problème qui désunit nos jeunesses. La France et le Sénégal ont une histoire profonde. Je suis très surpris d'ailleurs de voir qu'autant au Sénégal qu'en France, beaucoup de gens ne sont pas conscients de cette histoire et de sa profondeur. Beaucoup de gens, par méprise, aujourd'hui, ont des propos. Au Sénégal, vous verrez sur certains murs « France dégage ». De la même façon qu'en France, vous entendrez « non à l'immigration ». Et pourtant, ces nombreuses méprises ont entraîné du mépris des deux côtés. Or, on sait que ce soit en France ou en Afrique ou en Europe, l'interdépendance qui nous lie, elle est très forte. Et je sais que votre gouvernement a fait de nombreux efforts pour essayer de parler à la jeunesse africaine. Le grand problème, ce n'est pas que les gouvernements ne nous parlent pas, c'est que les jeunesses, entre nous, on ne se parle pas. La jeunesse française ne connaît pas la jeunesse sénégalaise et vice-versa. Et pourtant, elles ont des défis qui sont communs. Elles ont des voix aux Nations Unies en parlant la même langue. Et ils ne peuvent pas porter des combats ensemble parce que chacun essaye de régler ses propres problèmes dans son propre pays alors qu'il y a une interdépendance qui est profonde. Sur la situation économique des jeunes chez nous, les chiffres sont assez tristes. Seulement 1 jeune sur 10 a un emploi formel. Les 9 autres travaillent dur, mais souvent dans des situations informelles, n'ont pas d'assurance, ne sont pas protégés, etc. Et ce que vous avez dit, Marie, est très juste. Il y a un désenchantement énorme que l'on a vu chez nous dans les dernières municipales, bien que les jeunes sont allés quand même voter massivement, on a des législatives qui arrivent, mais on ne se retrouve plus dans les cadres politiques actuels. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'aller apporter des solutions à nos problèmes sur le terrain, à travers les associations. Mais on est toujours regardé comme des petites associations de quartier, de jeunes qui vont faire du nettoyage communautaire ou raconter la bonne parole. On n'est pas encore entendu comme un groupe de personnes qui avons la capacité technique ou scientifique de proposer des choses qui marchent et qui règlent des problèmes. Et pourtant, nous essayons de le faire. Et ça, c'est un défi important. Je pense que pour cela, il y a 2 choses sur lesquelles je veux conclure. La première, c'est qu'au niveau économique, il y a de plus en plus d'investissements, et notamment d'investissements étrangers et français, pour soutenir l'économie des pays africains. Mais c'est toujours des investissements qui sont très, très, très élitistes et qui finalement n'arrivent jamais à toucher ceux qui en ont le plus besoin, par peur du risque. Mais très honnêtement, dans beaucoup de pays, le risque est beaucoup moins élevé qu'il n'est exprimé aussi élevé. Deuxième chose, c'est que, et je vais rejoindre ce que vous avez dit absolument, et nous travaillons aujourd'hui sur des standards. De la même façon qu'il y a des standards aujourd'hui pour garantir que des normes soient appliquées sur le genre ou sur l'environnement, il faut des standards pour les jeunes. Et ça, c'est un travail que nous portons au niveau du Sénégal, mais c'est un travail qui a une vocation mondiale. Parce qu'il nous faut effectivement avoir plus de jeunes dans les conseils d'administration. Il nous faut avoir plus de quotas de financement qui soient adressés aux initiatives de jeunes sur des sujets qui les préoccupent eux-mêmes, etc. Donc je vais m'arrêter là et vous dire merci encore. Merci à tous les 4 d'avoir échangé sur ce sujet si important. Et Françoise, à vous. Merci beaucoup. Peut-être, avant de donner la parole à la salle, j'ai envie de vous demander à chacun, qu'attendez-vous des politiques publiques? Et d'abord vous, hein, Marie Desbulcois, vous avez envie, vous êtes jeune, vous avez à la fois envie, évidemment, de vous prendre en charge, dans le fond, mais qu'est-ce que vous attendez des politiques publiques? Qu'est-ce que vous penseriez comme essentiel qu'on puisse faire pour les jeunes, et en particulier pour les jeunes qui sont dans les situations les plus précaires? Effectivement, il y a 2 points qui paraissent cruciaux en lien avec cette question. Tout d'abord, cette question de la précarité qui a été évoquée, puis celle plus générale de la meilleure prise en compte de la parole des jeunes et de leurs préoccupations. Donc pour le premier point, très rapidement, sur celui de la précarité, de nombreuses mesures peuvent être envisagées, qu'il s'agit effectivement d'un revenu universel pour les jeunes, de davantage d'aides accordées, d'un accompagnement des formations. Il pourrait donc s'agir d'effectuer des expérimentations pour voir quelles mesures pourraient s'avérer les plus efficaces en fonction du contexte, toujours en essayant de s'adapter au maximum à la réalité du terrain. Ensuite, pour ce qui est de la prise en compte des préoccupations,
C'est une difficulté à laquelle nos sociétés sont confrontées actuellement, mais pas uniquement pour la parole des jeunes, de manière plus générale, par exemple, sur les questions climatiques. Donc là, de même, il pourrait y avoir une réflexion sur les modes de gouvernance et le pouvoir accordé aux structures, par exemple aux conventions citoyennes, dans la prise de décision. Merci. Bah, écoutez, je vois, on me dit que le temps est déjà écoulé. C'est pas possible. On a tant de choses à dire à propos des jeunes. On leur a pas assez donné la parole. Heureusement que vous étiez là, Marie. Merci. Merci beaucoup à tous. Et bien, bonne continuation pour ces rencontres chaudes et chaleureuses.